donne moins à une femme de vieillir qu'à un homme. Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très positif. Je ne me positionne jamais comme une femme. En fin de compte, je me suis jamais posé la question de l'appartenance à un sexe. Femmes de télé, c'est le podcast qui donne la parole à celles qui rayonnent sur le petit écran. Bonjour, je suis Marie-Amélie Druenne, journaliste à Télé Loisirs. On ne compte plus les personnalités publiques et les anonymes qui se sont confiés dans ces émissions. En évoquant des sujets intimes et tabous, Mireille Dumas a fait bouger les lignes de la société. Elle m'a accueillie dans les bureaux de sa société de production, dans le 15e arrondissement à Paris. Depuis l'arrêt de son émission Vie privée, vie publique en 2011, cette grande dame de la télé est retournée à ses premiers amours, le documentaire. Mireille Dumas, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer et je dois dire un petit peu impressionnée de me retrouver un petit peu à la place de l'intervieweuse que vous êtes. Vous avez fait combien d'interviews ? Je ne sais pas. Franchement, ça dépasse les 1000, enfin des milliers, je ne sais pas. Anonyme, personnalité, donc c'est très, très, très compliqué de chiffrer, mais ça fait plus de 40 ans, donc vous voyez. Plus de 40 ans. Et donc, vous connaissez un petit peu tous les rouages de l'interview, donc à moi d'être un petit peu... Oui, mais vous savez, un entretien réussi, c'est un entretien, c'est un échange. Voilà, je dirais, ce n'est pas une interview, c'est un échange. Il ne faut pas que l'intervieweur, et il l'est d'office, soit dans une position justement de pouvoir, surtout lorsque vous êtes, ce n'est pas le cas, mais si vous êtes face à un anonyme qui n'a pas l'habitude de la parole, du coup, il sera mal à l'aise. Mm-hmm. Mais ça vaut vraiment pour tout entretien réussi. Pour les avec voilà, les personnalités oui, c'est un être humain face à un être humain, et c'est plus important que la fonction, vous voyez, de l'un ou de l'autre. Alors, on vous a longtemps surnommé la psy du PAF, la coucheuse. Est-ce que ces définitions vous conviennent ? Puisque ce sont des définitions dont, comme vous dites, des définitions, en tout cas, des mots qui m'ont été attribués, c'est que ceux qui l'ont dit le pensaient. Mais évidemment que c'est d'une simplification beaucoup trop grande, puisque je pense qu'on a parlé de moi comme psy simplement parce que j'écoutais. Voilà. Mais évidemment que je ne suis pas une psy, que je ne peux pas m'y reconnaître, puisqu'un psy ne fait justement qu'écouter. Et moi, je suis dans l'interview, dans les questions, dans la relance. Alors, comment vous vous définissez, vous comme une femme de télé, est-ce que c'est quelque chose qui... Oui, je suis devenue une femme de télévision sans le vouloir, parce que je n'ai pas grandi avec la télévision. Je ne suis pas du tout une enfant de la télé. Je crois que je commence à connaître la télé, les archives à travers les documentaires que je fais, et je découvre, parce que je n'étais pas du tout... non seulement je n'étais pas quelqu'un... qui regardait la télévision, mais je n'en rêvais pas. Donc, je ne rêvais pas d'entrer dans le petit écran. Moi, je viens de l'écriture, je viens de la presse écrite, j'aimais beaucoup écrire. Et puis ensuite, j'ai commencé en étant surtout réalisatrice de documentaires pendant plus de 10 ans, avant de passer derrière la caméra. Moi, ce que j'aime, c'est filmer les autres. Et ce que j'ai gardé, je pense, c'est justement, j'allais dire, la particularité de mes entretiens, c'est que j'ai filmé pendant longtemps l'autre, je l'écoute, je viens du documentaire. Dans cette écoute, je laisse le temps et je questionne, je mets à distance. Ce qui m'intéresse, c'est le portrait. Voilà, c'est pouvoir... En fait, je me définirais plus comme une portraitiste dans l'entretien. Et puis, ce qui m'intéresse chez l'autre, c'est toute sa dimension, c'est-à-dire pas simplement son rapport à l'intime, ses sensations de l'intime, mais son engagement, sa place dans la société, son travail, ses rêves, vous voyez, et tout ce qui le fait, tout ce qui le fait avancer dans la vie, tout ce qui a fait qu'il a pu dépasser aussi des traumatismes ou des problèmes ou des handicaps le long de son chemin. C'est tout ça. D'où vous vient cette curiosité, cette envie de découvrir l'autre comme ça ? C'est dans l'enfance ? Alors, c'est vraiment la question que je me suis posée, parce qu'on me l'a posée. Voilà, vous vous arrêtez, vous retournez, vous essayez de regarder le petit chemin que vous avez tracé, les petits cailloux que vous avez semés. Et moi, évidemment, j'ai trouvé, comme j'allais dire, tout un chacun, puisque c'est mon questionnement souvent aux autres, mais des tas de choses qui effectivement me ramènent à l'enfance, parce que j'ai grandi
presque dans une maison d'âme, j'ai envie de dire. En tout cas, une grande maison. On était 6 enfants, mais c'était la maison qui jouxtait l'école, puisque ma mère était aussi mon institutrice. Moi, j'ai perdu mon père très tôt, j'avais 3 ans et demi. Et donc, ma mère était en même temps... Ma mère, elle faisait fonction de père et d'institutrice. Donc, déjà, l'image d'une femme forte. Mais... Donc, on vivait dans cette école, dans un village. J'ouvrais une porte, elle était ma mère. De l'autre côté, elle devenait mon institutrice. Et je passais de la maison à l'école. Et devant moi, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait la cour de l'école. Et puis, les grands murs de ferme dans la Beauce, puisque j'ai passé mon enfance près de Chartres, dans la Beauce. Et je me disais toujours que ma vie, c'était... Je courrais... Voilà, j'irai chercher la vie à travers le monde. J'irai au-devant des autres et au-devant de tous les autres. Ma mère m'a aussi énormément... j'ai toujours dit qu'elle m'avait donné une colonne vertébrale très forte. Elle a fait de moi une femme, mais une citoyenne. Justement, elle m'a appris très tôt, bien avant que ce soit aujourd'hui qu'on en parle de cette manière, que mon corps m'appartenait. Voilà, parce que j'ai connu, moi, quand j'étais enfant à l'école, les petites filles qui étaient violentées violentées, c'est trop gentil, qui étaient violées par son père, qui était emprisonné. Donc j'étais toute jeune et notre mère, ma mère, qui était mon institutrice, nous expliquait à l'école ce qui se passait. Donc vous voyez, tout ça n'était pas tabou, ce n'était pas caché. Et elle nous a, je pense, aussi ouvert sur les différences, sur cette curiosité d'aller vers les autres et de ne pas cacher les choses, de lever. Et tout ensuite mon travail quand j'ai été journaliste, c'était aussi de lever le tabou, de poser des mots sur l'indicible, des choses qui étaient que l'on taisait bien sûr à l'époque dans les années 80. Vous pensez que les femmes ont une manière bien singulière de mener des interviews par rapport aux hommes ? Je ne sais pas, ça je n'en sais rien. C'est une question qui est compliquée d'y répondre parce que vous avez des femmes qui n'écoutent pas. Et vous avez des hommes qui sont très très à l'écoute. Oui, c'est pas une question de sexe, non, bien sûr que non. C'est de même que vous avez des romancières qui ne parlent pas du tout de, vous voyez, des sensations de l'intime, et des romanciers, des hommes qui en parlent énormément. Moi, la question des genres me dérange toujours dans le fond, me dérange toujours un peu. Je préfère parler de sensibilité. Voilà, ce sont des questions de sensibilité. Alors, en revanche, ce qui m'a frappée au début des entretiens, surtout une émission, vous étiez trop jeune, vous n'existiez même pas, je crois, donc qui s'appelle Bal et Masque, que j'ai lancé au début des années 90, et de tous les documentaires 91, je suis née. que je tournais. Là, c'était 90, Bal et Masque, et c'était toute petite, et les documentaires que j'ai tournés donc à ce moment-là. Les femmes, toutes les femmes, c'est vrai que j'avais une majorité de femmes qui venaient témoigner. Ça, c'est très important. Et les femmes venaient témoigner pour les autres. C'était un jeu. Ça, je m'en suis rendu compte. Ça, c'était magnifique. Elles venaient, mettons, on parlait de la perte d'un enfant, on parlait ou de choses comme ça un petit peu difficiles ou de choses joyeuses. Mais c'était un jeu collectif. Elles venaient au nom des autres. D'ailleurs, c'était beau que les femmes étaient beaucoup dans les associations. Elles faisaient peu de politique, mais elles étaient dans la politique politicienne, mais elles étaient dans les associations. Et c'était très très joli ce jeu, voilà, qui s'exprimait au nom des autres. Et il y avait peu d'hommes, enfin moins d'hommes. Et il y a une bascule absolument stupéfiante qui s'est faite. En tout cas, moi, c'était flagrant dans mes émissions. C'est au début des années 2000, dans Vie privée, vie publique. Tout à coup, les hommes sont arrivés en grand nombre. Il m'est arrivé d'avoir des plateaux avec beaucoup plus d'hommes que de femmes.
et c'était très intéressant parce qu'on voyait que tout à coup les hommes acceptaient de montrer leur fragilité, bien sûr de s'ouvrir, de ne pas être forcément dans cette position de dominant qui ne montre pas ses blessures, et les femmes en miroir. C'est amusant parce que les femmes, en revanche, peu à peu, je les ai vues dans les années 90. J'ai interviewé Ségolène Royal à ce moment-là, où je lui demandais justement si elle envisageait un jour la présidence de la République. Et au fur et à mesure, on voyait les femmes commencer à se déterminer, à dire bah oui, moi aussi, j'ai envie de pouvoir. Pourquoi je ne dirigerai pas? Pourquoi? Donc je les ai vues s'affirmer comme ça au fil des ans. Et c'est très très intéressant de voir ça. Et ça, c'est de manière globale. Vous avez interviewé beaucoup de personnalités. Est-ce qu'il y a des personnalités qui vous ont donné du fil à retordre, donc vous vous êtes dit c'est compliqué de casser la carapace? Oui, ça m'est arrivé. Ça a dû même certains anonymes, pas que des personnalités. Je pense à Fabrice Lucchini, par exemple, qui était venu lui aussi il était là, il voulait absolument le faire. Et en même temps, il savait pourquoi il était là. Ou Benoît Poulvord, un autre exemple. Et tout à coup, parce qu'ils étaient, Fabrice Lucchini, ça remonte à il y a plus de 15 ans, je crois. Mais donc, et tout à coup, il y avait une espèce de timidité, de pudeur, de pas l'habitude justement de lâcher sur des sentiments intimes. Et du coup, ce qui ressortait, c'était l'humour. Donc voilà, beaucoup d'humour pour se cacher, etc. Et donc là, dans ces cas-là, au début, vous vous dites, oh là là, c'est drôle, on se marre, c'est sympa, mais si ça continue comme ça va être difficile. Et puis bon, voilà, c'est d'où l'intérêt d'abord de prendre le temps, et tout parce que bon, voilà, à un moment donné, effectivement, des choses très intéressantes se disent. Donc en 91, vous créez votre société de production. C'est pas banal d'avoir une femme productrice à l'époque. Oui, enfin, il y avait des femmes productrices dans les années 90. Il y avait aussi des femmes journalistes, évidemment, ou animatrices. Non, ce qui n'était pas banal, et ce qui était là pour le coup, c'est vrai que j'étais pionnière, c'est d'être animatrice productrice. C'est-à-dire d'avoir sa société de production et en même temps d'animer une émission. Ça, j'étais la première. Je ne le dis pas du tout par fierté. Je vais vous dire pourquoi. Du coup, on en parle et c'est intéressant. C'est que du coup, je me suis retrouvée effectivement à négocier mes propres budgets d'émission. Vous voyez, on parlait, évidemment, il y avait les contrats, l'argent, etc. Et je me suis rendu compte à l'époque, c'était pas évident d'être à la table des négociations en tant qu'animatrice, productrice. Les animateurs producteurs étaient mieux servis que moi. Il y avait une différence. À l'époque. Par exemple, financièrement, il y avait financièrement, et dans la discussion, je ressentais que j'étais une femme, j'avais monté ma boîte. Oui, mais enfin bon, il fallait pas non plus que je sois trop gourmande. En gros, je la fais courte. Mais voilà, ce n'était pas dit, mais c'était sous-jacent. Et de toute façon, les faits sont là. Effectivement, c'était beaucoup plus compliqué de discuter. Vous voyez, c'était comme si la production, l'argent était une affaire d'homme, en fait. Ça vous a donné encore plus envie de taper du poing sur la table, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais de vous imposer, ça, d'être... Oui, enfin, je ne me suis pas laissée faire. Voilà, J'étais à bonne école, je pense, avec ma mère qui m'a éduquée, qui n'a pas fait de différence entre ses filles et ses garçons. C'est ça qui est important. C'est vrai que je me suis jamais sentie mal à l'aise avec des hommes ou en infériorité, ou voilà, j'ai pris ma place simplement dans un univers d'hommes qui était avant tout quand même masculin, même s'il y avait des femmes, il y en avait quand même qui étaient
personnalités comme Pascal Brognaud et d'autres à l'époque, et des journalistes, etc. Donc il y avait des productrices. Mais c'est vrai que c'était d'abord, enfin en tout cas, c'était assez masculin, mais j'ai pris ma place assez naturellement. En revanche, c'est vrai que celui qui est aujourd'hui mon mari, que j'appelle mon compagnon de route, Dominique Colonna, m'a bien aidé. C'est lui qui m'a. Je me souviens que les premières fois où on allait, et d'ailleurs c'était avec une femme, c'était Pascal, qui était plus impressionnante, oui, qui était très impressionnante et qui était même justement peut-être plus impressionnante que certains hommes. Vous voyez, comme quoi c'est une question de mentalité. Moi, j'avais très peur. Il fallait négocier les premiers contrats, les premiers budgets là pour des documentaires. C'est vraiment, j'étais incapable de parler d'argent. Et c'est Dominique qui m'a donné aussi cette qui a fait les premiers pas et qui m'a donné cette aisance ensuite. Et puis, oui, de pouvoir en parler normalement. Donc, à l'époque, vous abordez des sujets très intimes, tabous à la télé. Il fallait pas avoir froid aux yeux. Oui, il fallait... en tout cas, il fallait avoir une conviction. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas... moi, quand je menais une enquête, je la menais jusqu'au bout. Quand j'ai tourné dans les prisons en France, et c'est 1 an d'enquête dans les prisons en France pour faire 3 films ou une série de les documents. Films, rappelez-nous les Crimes noms. et Passions. Voilà, Crimes et Passions, qui était une série documentaire sur justement le crime, tuer l'être aimé. J'ai fait une série documentaire sur la prostitution masculine, féminine, la transsexualité. Je parle des premiers documentaires et beaucoup d'émissions sur l'homosexualité. C'était ma première émission. Je suis un homo, comme ils disent, homme-o, comme ils disent, ou homo, comme ils disent, selon que l'on prend la phrase, la chanson de Charles Aznavour ou pas, sur la transsexualité. Vous imaginez, dans ces années-là, c'est sûr qu'on n'en parlait pas beaucoup. Donc, tout ça me passionnait. Ça m'a toujours passionné. Et ce qui m'a passionné aussi, justement, c'est on était dans une société dans les années 80. C'était l'homosexualité, on n'en parlait pas comme maintenant. C'était pas évident. Il y avait beaucoup de personnes en souffrance qui le cachaient. Il y avait beaucoup de drames comme ça, bien sûr, de tabous. La transsexualité, alors là, de toute façon, et c'est bien qu'on ait changé de mot aujourd'hui, qu'on dise transgenre et pas transsexualité, parce que il y avait une confusion avec l'homosexualité, transsexualité, donc c'était un problème de sexualité. J'ai fait combien d'émissions, mais de nombreuses émissions pour expliquer que c'était un problème d'identité et pas de sexualité. C'est vraiment un problème d'identité. Et ça, l'identité, c'est aussi quelque chose, c'est un thème qui m'est cher, je trouve très, très, très important. Et c'est sûr que les premières émissions, alors ça faisait, et je le faisais pas pour ça, mais bon, il y a eu beaucoup de succès. C'est vrai que les gens, comme on n'en parlait pas, découvraient des choses. Il y avait un effet de curiosité. Oui, bien sûr. Et j'ai été très surprise. C'est je me rappelle, par exemple, je prends un exemple de Simone, qui était prostituée transsexuelle, donc à la fin des années 80. Vous imaginez, à 23 heures, on a réuni 7,5 millions de téléspectateurs à 23 heures documentaire. Voilà, 7,5 millions. C'était c'est ce que fait un match de foot. Voilà, c'était énorme. C'est une autre télévision. Vous voyez, c'était une coproduction entre Arte, qui s'appelait La 7 à l'époque, et TF1. Ça n'existe plus beaucoup je crois qu'il y en a eu 2 dans l'histoire de la télévision de coproduction de la sorte. Celle-ci et puis un documentaire sur les otages. Ça ne se faisait pas. Donc ça passait sur TF1, 7,5 millions, ça repassait sur Arte, on faisait 2-3 millions à l'époque, la 7, et ça revenait sur TF1 et tout. À la fin, donc ce documentaire avait été vu en France on avait calculé près de 17 millions de personnes. Non, et c'est énorme. Vous vous rendez donc automatiquement, il y a des choses qui ça bouscule. Et qu'est-ce qui se passait à la suite de ça? On recevait c'était des sacs poubelles entières remplis
de lettres. Je vous dis sac poubelle parce que ça arrivait à la chaîne. La chaîne mettait dans des grands sacs et j'avais des sacs qui arrivaient mais de partout. Des gens qui vous disaient merci d'avoir parlé. Puis même et je pense de Tunisie, c'est aussi diffusé en Tunisie et dans certains pays du Maghreb. Et donc qui découvraient, et c'était absolument magnifique ce qui se disait. C'était des petites choses, mais vous sentiez que vous aviez fait bouger un tout petit peu le curseur. Et reste qu'on vous a souvent reproché un voyeurisme. Et ça vous a blessé. Non, enfin ça m'a blessé, ça m'a juste choqué. Enfin pas souvent. C'est les 2 premières années au contraire, l'émission était complètement portée, encensée par la presse, par les journaux. Et puis est arrivé au milieu des années 90, oui je crois, le reality show. Qui prenait à peu près, on va dire, les mêmes thèmes. Et donc, ça fait amalgame. Il y a eu des critiques qui sont nées de temps en temps effectivement, est-ce que ce n'était pas du voyeurisme, jusqu'où on pouvait aller et tout. Mais franchement, sur le moment, ça m'a heurté parce que moi, je faisais toujours le même travail et que du coup, voilà. Et puis, comme toujours, il faut persévérer, rester quand on est droit dans ses bottes et qu'on sait ce qu'on fait. On continue parce que tout ça, toutes ces voix se sont tues. Et puis 20 ans après, ou 10 ans après, je faisais vie privée, vie publique et mes documentaires. Et puis voilà, ça s'est éteint comme c'était né, mais vraiment avec l'amalgame du reality show. Est-ce que vous, le monde de la télé, il a été dur avec vous ? C'était dur, oui. Le monde de la télévision est très très dur, comme peut l'être, j'imagine, le monde de la politique et peut-être d'autres univers que je connais pas professionnels. Bien sûr, c'est très. Les arrêts d'émission sont très violents. Voilà, c'est toujours les arrêts d'émission parce que ça se fait de façon brutale, souvent violente. Souvent, vous êtes le dernier prévenu, vous l'apprenez par les journaux, par les médias. Ça ne vous est pas dit. Donc, c'est une violence qui vous est infligée. Et puis, parfois, enfin, moi, ça m'est arrivé donc par 2 fois. Vous ne comprenez pas, vous comprenez absolument pas pourquoi une émission, vous voyez, qui marche ou est arrêtée. Enfin, il y a toujours d'autres raisons qu'on ne vous donne pas, bien évidemment, mais c'est toujours, de toute façon, l'arrêt est violent. Moi, je pense que le plus gros choc que j'ai eu, c'était l'arrêt de Ballet Masque, parce que je crois me souvenir que j'ai appris ça un 14 juillet, alors que toute l'équipe était déjà partie en vacances. Donc, vous avez une équipe en plus de 50 personnes donc, qui était partie en vacances en espérant retrouver le travail à la rentrée. Vous arrive ça voilà, en plein été, tout le monde est déjà parti. Non, c'est très, très violent. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Et puis après, c'est presque une habitude. Vous prenez du recul. C'est comme la première critique. Voilà. Vous voyez, comme première critique. Est-ce que ça ne serait pas du voyeurisme, etc. Vous dites, bon, qu'est-ce qui m'arrive? Et donc, et puis après, vous savez, c'est comme les phacochères. Vous commencez à avoir la peau dure et vous prenez ces coups. Mais c'est vrai que c'est violent. Je me suis souvent, c'est ce qui m'a, moi, c'est marqué en tout cas. Ouais. Je me suis souvent posé cette question quand même de cette violence que font ceux qui vous dirigent à votre rencontre. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, on a affaire à des non résilients. C'est-à-dire que ce sont des personnes elles-mêmes qui ont été virées, qui vont être virées, parce que moi je les ai au fur et à mesure. C'est aussi violent pour eux ou ça l'a été. Et en fait, tout le monde reproduit cette violence, le même schéma vis-à-vis des autres. Mais sinon, moi, en tant que femme à la télévision, je n'ai pas ressenti de brimade spécifique, voyez, ou d'humiliation. Mais je me suis bagarrée. Je me suis pas laissée faire quand même. Oui, vous avez dû parfois dire stop. Oui, bien sûr. Justement, on sent qu'après le mouvement MeToo, il y a aussi une libération dans le domaine des médias. On a des poids lourds qui sont cités dans des affaires de harcèlement. Est-ce que vous, c'est quelque chose dont vous avez été victime ou témoin? Harcèlement? Oui. Non, jamais. Non, jamais. Je n'ai jamais été...
Moi, j'ai vécu un petit peu de harcèlement quand j'étais très jeune et que je faisais du théâtre. Voilà, pas du tout chez Peter Brook, c'est pas du tout là. Mais j'avais joué, je me souviens, j'ai joué dans une pièce de théâtre et je répétais. Et je me souviens que le directeur du théâtre, ait pratiqué du harcèlement sur moi. Oui, c'était plus que lourd et difficile. Ça, je l'ai vécu à cette époque-là. Après, franchement, dans l'univers de la télévision, jamais. Jamais. Et puis, il faut dire que moi, je n'étais pas à l'intérieur, du système non plus. J'ai très vite, en 91, j'ai monté ma propre société de production. Donc indépendante. Donc, j'ai choisi les personnes avec qui je travaillais. Je me suis entourée de beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de femmes. C'était en tout cas, c'était mixte, mais beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que moi, je me rappelle que je disais au début des années 90, vous allez voir comme quoi ça recoupe quelque chose de fort, c'est que l'équipe, il y avait des hommes, mais l'équipe d'enquêtrices, etc., il y avait quand même beaucoup, beaucoup de femmes, de réalisatrices, journalistes, mais à la production, ceux qui s'occupaient donc des contrats, vous voyez, de l'argent, etc., c'était des hommes. Comme quoi, on reproduit. Parce que c'était des hommes. Oui, mais parce que c'était les hommes. Voilà. C'était les hommes qui, les directeurs de production. Il n'y avait pas beaucoup de directrices de production. Voilà, c'était en quelques années. C'est long. Et c'était souvent, je disais, mais c'est incroyable finalement. C'était amusant. Mais toujours est-il que, du coup, vous voyez, début des années 90. Il n'y a pas eu donc une société gérée par une femme. Oui, il y a moins de soucis de toute façon. On vous a souvent interrogé dans les médias sur votre vie privée et notamment votre volonté assumée de ne pas avoir d'enfants. Oui. C'est quelque chose que vous comprenez, qu'on vous ait souvent posé la question, que vous ayez souvent dû vous justifier là-dessus? Non, je ne me suis pas tant justifiée, même jamais. J'ai toujours répondu. Alors là, moi, je sais que ça a posé des problèmes à certaines femmes qui me l'ont souvent dit, qu'elles ont dû se justifier aux yeux de la société, aux yeux de je ne sais qui, de ne pas avoir d'enfants. Moi, je n'ai jamais ressenti de la sorte. J'ai répondu, vous voyez, comme là, comme vous le dites, non, je n'ai pas eu de désir d'enfant. Mais je n'ai jamais eu le sentiment ni je n'ai ressenti des personnes qui me demandaient de me justifier, voyez, pour ça. Jamais. En revanche, je sais que, je vous le dis, qu'autour de moi, ça a été, certaines femmes qui n'ont pas eu d'enfants en ont souffert. Pas de ne pas avoir d'enfants, mais d'avoir justement. À se justifier. Moi, non, franchement, je l'ai toujours dit comme une évidence. Je pense que je reviens à ma mère, mais j'ai toujours voulu lui rendre hommage, donc dès que je peux, je le fais. Surtout qu'elle n'est plus de ce monde. Mais non, franchement, c'était un non-désir d'enfant totalement assumé. Je ne peux pas l'inventer. Voilà, c'est-à-dire que je peux pas dire. Je n'ai jamais ressenti. Je n'ai jamais ressenti ce désir d'enfanter, de porter mon enfant. Jamais. Et je pense que j'ai été. Peut-être que ça s'est mis en place aussi parce que mon mari actuel avait un enfant qui était petit, qui était aussi différent, qui avait besoin d'attention. Et je pense que j'ai donné toute mon attention à cet enfant-là. Et comme je n'avais pas de désir d'enfanter moi-même, comme je n'ai pas je ne suis pas dans le désir de possession. Je n'aime pas dire les mon mari, tout ça, voilà, mon enfant, enfin bon, bref, j'ai aimé cet enfant comme si c'était le mien. Pour moi, les liens du sang, ça ne veut rien dire. Je mets les liens du cœur vraiment au-dessus des liens du sang. Ça ne veut pas dire que... Mais franchement, voilà, ce que je pense qui est important, c'est l'amour. Donc, j'avais pas besoin de me retrouver dans... d'avoir un prolongement, Alors peut-être, je vous dis, il y avait cet enfant, Antoine, et puis je travaillais beaucoup aussi. Voilà, je prenais un plaisir. Il y avait beaucoup de créativité.
il y a toujours beaucoup de créativité et donc aussi mais ça c'est beaucoup plus réfléchi, vous voyez, c'est pas du tout l'instinct qui part, mais c'est vrai que je me suis dit après, je me disais mais avoir un enfant, faut s'en occuper, voilà, si c'est pour travailler et ne pas s'en occuper, ça n'a aucun sens, vous voyez. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de ne plus apparaître à l'antenne ? D'abord, c'est pas un choix. L'émission a été arrêtée, voilà. Et puis moi, je suis repartie assez vite, même tout de suite, dans les documentaires. Ça a été évoqué, on me l'a reproposé plus tard, à un moment donné. Et moi, redevenir animatrice. Oui, on m'a reproposé à un moment donné de savoir si je sais plus, je voulais faire toute une série à l'antenne, etc. Et ça ne m'intéressait. Enfin voilà, c'était fini. Oui. Moi, oui, quand il y a eu, vous voyez, il y a eu trois gros cycles, on va dire, entre Bal et Mas, La vie à l'endroit, vie privée, vie publique, d'émissions. Et bon, ça me semblait être suffisant. Voilà, une page tournée, je revenais, ce que j'avais toujours dit d'ailleurs, ça au moins. Je me suis jamais contredite là-dessus. J'avais dit après ce qu'on me disait, mais on reste accro à l'antenne. Non, moi je ne suis pas née avec l'antenne. Je viens de la presse écrite. Je suis née derrière la caméra, à la télévision, en interviewant les autres. Et j'ai dit, je repartirai derrière la caméra. Je refuse pas de faire de l'antenne, vous voyez, quand on m'invite pour parler, j'y vais. Mais faire des émissions, reprendre une régularité d'émissions, non, plus l'envie. Non, c'était, il y a quelque chose qui s'est tourné. Brisé. J'étais contente de revenir au documentaire, de prendre le temps. Vraiment, là, le temps de faire des portraits, de faire des films, de retourner sur le terrain. Il y a 2-3 ans, je suis repartie faire un film vraiment de terrain, comme je le faisais à mes tout débuts, qui s'appelle Des ordures et des hommes. Je travaillais avec les éboueurs de la ville de Paris et ça m'a passionnée de travailler sur nos mœurs, sur nos comportements par rapport aux déchets. Récompensé d'ailleurs, je crois. En tout cas, il a bien fonctionné. J'étais étonnée, il a fait une belle écoute, c'était pas évident. Il y a peu de femmes qui vieillissent à l'antenne aussi. Quel regard vous portez là-dessus ? C'est peut-être plus facile de voir des hommes. On tolère mieux des rides chez les malheureusement, hommes que chez les femmes. On en est encore là, oui. Et je dois dire que les femmes sont aussi complices de cela. C'est ça qui me navre le plus. C'est que combien de femmes, prenez et pensez à vous-même, vous voyez une femme qui a été très belle, surtout quand elles ont été très belles, et vous dites, oh là là, elle a mal vieilli, elle a des rides, enfin tout ce qu'on entend sur les femmes, etc. Et les hommes, tout le monde a tendance à trouver que les hommes en vieillissant ont des rides magnifiques, qui sont superbes, qui sont même beaux, de mieux en mieux. J'ai entendu ça dernièrement, il est encore plus beau vieux, voilà, etc. Mais non, mais on n'a jamais entendu ça pour une femme. Mais les femmes elles-mêmes tiennent ce discours. Oui. C'est ça qui me navre le plus. C'est que ce n'est pas du tout qu'une attitude masculine et machiste. Non, les femmes, il y a comme si on avait tous accepté une espèce de critères de beauté qui ne s'appliquerait qu'aux hommes, et que la femme est belle lorsqu'elle est jeune. En gros. C'est donc, vous voyez, on n'est pas sorti de ça, et on est loin d'en être sorti. Parce qu'on, vous voyez, on parle des femmes, et moi, pareil pour la solidarité, ça c'est la solidarité féminine, elle n'est pas. Moi, je ne l'ai pas beaucoup connue. Voilà, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Pas beaucoup. Je l'ai souvent dit. Quand on m'a demandé, parce qu'on était là, les femmes, oui, les hommes, on va lutter contre, machin, on va dénoncer ça. Ok, d'accord. Mais moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de solidarité féminine dans mon métier. Quand vous m'avez demandé tout à l'heure univers d'hommes, etc. Mais je ne suis pas certaine d'ailleurs que les hommes parfois n'aient pas été plus sympathiques avec moi, et sans aucune drague, en dehors de tout, que certaines femmes qui ont été d'une dureté absolue, mais absolue. C'est qui même et pareil, je n'aime pas citer des noms, mais qui m'en ont fait vraiment voir, baver, ou des réflexions très désagréables et tout, qu'un homme ne se serait pas autorisé. Vous avez marqué votre époque. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont un petit peu pris votre relève ?
Ah là là, c'est encore une autre question difficile parce que c'est pareil, c'est en termes de sensibilité. Est-ce qu'à la télévision, il y a des c'est animateurs, ce genre des d'émissions, les journalistes. émissions que j'ai menées, elles n'existent plus Mais non. beaucoup. C'est un petit peu un problème. Je cherche des gens parce que moi ça venait vraiment de mes tripes. Mhm. Ça vient de mes voilà, je veux dire, la société m'intéresse. Je peux vous parler de plein de problèmes de société que je connais à fond. Voilà. Et c'est ça que quand vous me demandez, je cherche quelqu'un qui ait cette implication comme ça aussi dans la société de l'autre. Et je pense voilà. Et ce sont plutôt 2 hommes je pense, voyez. C'est dingue, hein. C'est Frédéric Lopez et Laurent Delahousse. Voilà. Et dans un autre genre, alors, bon, mais elle est, parce qu'elle est aussi, Léa Salamé. Mais on est sur un peu autre chose. Quelle est votre plus grande fierté dans votre carrière? Ma plus grande fierté? Oh là là, quelle question. De me ressembler, d'être fidèle à la petite fille que j'étais, justement à cette envie, à ce désir d'aller vers les autres, tous les autres, dans toutes leurs différences, d'avoir rempli le contrat, si je puis dire. Voilà, j'ai pas trop honte de ce que j'ai fait. Je suis même voilà, contente d'avoir défriché certains domaines. Vous avez commencé l'entretien me demandant s'il y avait une particularité des interviews féminines. Je dirais pas je vous ai répondu que non, puisque c'est une question de sensibilité. En revanche, il y a peut-être des thèmes particuliers aux femmes, parce que vous voyez, voilà, il n'y avait pas d'hommes qui parlaient de la violence faite aux femmes, il n'y avait pas d'hommes qui parlaient de la violence faite aux enfants, il n'y avait pas d'hommes qui parlaient d'homosexualité ou de transsexualité. Ils étaient mal à l'aise avec tous ces sujets, ou alors vous voyez, ça évoquait d'autres. En tout cas, ce n'était pas du tout dans leur envie d'enquête. Voilà, ça oui, des thèmes, vous voyez, c'était des thèmes. Donc ça oui, je suis contente d'avoir fait ça, mais je vous dirais, j'ai l'impression d'avoir, vous savez, en fait, il faut rester humble puisqu'il faut recommencer sans arrêt. C'est plutôt d'avoir semé des petits cailloux, voilà, qui aujourd'hui font des grandes rivières. Voilà, c'est bien que la parole se libère, c'est bien que les choses soient dites. Alors après, il faut pas qu'elle se libère n'importe comment, dans tous les sens. Et c'est voilà, ça c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai que bon, malheureusement, des changements de société, des révolutions, ça se fait souvent avec il y a des blessés en cours de route. On arrive à la fin de cet entretien. J'avais envie de vous poser encore 2 questions. Quel regard vous portez sur la télé d'aujourd'hui ? Quel regard je porte sur la télé d'aujourd'hui ? Alors, c'est-à-dire un peu pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait préalablement, est-ce que vous avez l'impression, vous, d'avoir marqué une époque ? Est-ce que vous trouvez dommage qu'on ait abandonné ces formats moi, je ne suis jamais dans le regret, donc je suis jamais dans c'est dommage, c'est ceci, c'est cela. Il faut être de son temps, il faut avancer. Moi, je suis pas. C'est bizarre parce qu'on a de plus en plus justement. Est-ce que c'est à cause de ça d'ailleurs ? Peut-être que la question est là. Il y a tellement de chaînes, tellement de maintenant choix, les plateformes de choix, etc. Tout est tellement aussi catégorisé, vous voyez, vous avez formaté. Oui, vous voulez voir les courses de chevaux, le cheval, vous avez la chasse et pêche, vous avez Walt Disney, vous avez pour la chaîne Histoire, vous avez tout est tellement découpé. Je pense l'offre est tellement partout qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est un peu comme Internet, quoi. C'est qu'il y a tellement de choses qu'à un moment donné, est-ce qu'on ne passe pas ? On s'éparpille. Est-ce qu'on on s'éparpille, et 2, est-ce qu'on n'a pas tendance, moi c'est ma question, est-ce qu'on n'a pas tendance à aller regarder ce qui nous, va dire. Est-ce que ça n'enlève pas de la curiosité ? Et je me dis qu'on va tellement
chercher Ce que l'on cherche et ce que l'on aime, qu'on finit par perdre certainement d'ouverture au monde. Voilà ce que je veux dire. C'est un peu ce que je ressens sur les réseaux. On parle de plus en plus à sa communauté, entre soi, et on se replie. Un repli sur et soi. moi, j'ai l'impression de le vivre et de voir plutôt un repli d'ailleurs identitaire, enfin ce qui me navre absolument, qui est le contraire moi de toute ma démarche de journaliste, qui était d'aller vers les autres dans toutes leurs différences. Et moi, ce que je ressens, c'est ce repli. Voilà, je sens un repli qui me gêne beaucoup, évidemment, qui me dérange, qui me navre. Et c'est la faillite finalement de l'ouverture aux autres et au monde. C'est plutôt ça. Maintenant, de la télévision en général, alors il y a beaucoup de. Oui, ce que je regrette, c'est qu'il y a beaucoup de formats, malgré tout. Mais on disait ça déjà. C'est que oui, la télévision, elle est de plus en plus formatée. La télévision, elle est maintenant de plus en plus. Il n'y a plus de petits producteurs indépendants. Pratiquement, il n'y en a plus. Il n'y a plus que des grands groupes. Donc les grands groupes des gros mastodontes rachètent des formats, etc. Donc tous uniformes. Enfin, voyez, moi c'est ça qui me. Il n'y a plus trop de création, moins de création. Qui me peine le plus. C'est très très dur. Et enfin, qu'est-ce que vous avez envie de dire à la jeune génération, à quelqu'un qui voudrait suivre votre voie? D'aller de foncer. De suivre ma voie. De toute façon, moi, ça a été ma voie, donc je lui dirais d'abord de trouver sa voie. Ça serait la première chose. Et je lui dirais surtout de foncer, de faire, moi, ce que j'ai fait à mon époque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis pas, vous voyez, je suis allée au bout de ce que j'avais envie de faire. Et même à mon époque, quand je dis mon époque, on va remettre ça dans les années 80 et 90, on me disait de faire des interviews courtes, d'aller vite, de machin. On me disait tout ce que j'entends encore aujourd'hui. Donc, j'ai entendu les mêmes choses les décennies passant. Et donc, non, c'est de travailler, et puis surtout d'aller là où on a envie, oui, d'être porté par sa curiosité, et de travailler et d'aller sur le terrain. Je trouve que il y a cette ouverture d'esprit dont on parlait. Oui, ouverture sur le monde. Oui, je suis un peu étonnée. En presse écrite, je trouve que les gens vont de moins en moins sur le terrain. Beaucoup de choses, même, vous voyez, des interviews se font beaucoup par téléphone. Même, je me dis, c'est dommage qu'ils ne se déplacent pas, qu'ils n'aillent pas voir, etc. C'est surtout ça. Ça va tellement vite. Il y a tellement une course aux informations, à plein de choses que les journalistes courent aussi. Enfin, font. Voilà, ça c'est. Prenons le temps. De prendre le temps. Repartons aux enquêtes de fond. Oui, c'est ce que je dirais. Et surtout et puis de travailler, quoi, d'y aller. Merci infiniment pour cet entretien. C'était absolument passionnant et j'étais ravie de vous rencontrer. En vrai. C'est bien, mais c'est bien d'être venu, justement. C'est bien d'être venu parce que c'est différent, évidemment. Je suis bien d'accord. C'est quelque chose de différent. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt, Mireille Dumas. Merci. Et je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Femmes de télé sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.